voir un peu la variabilité des sols, d'accord? Et avant cela, on va les retrouver ainsi parce qu'en fait, les sols, on peut aussi les caractériser. On peut caractériser leur perméabilité, voir à quelle vitesse l'eau circule. Donc on peut être amené à faire des mesures d'infiltration. Donc on va prendre la pompe, c'est pas grave. On va retrouver un puits qu'on avait fait avec la grosse tarière. Là c'est saturé d'eau ici. Donc là, on a tourner comme ça. Bon, la luminosité n'est pas terrible. Donc on a une couleur assez foncée qui correspond au fait qu'on est dans la couche labourée. Qui dit couche labourée dit couche qui renferme donc une teneur importante. Donc l'humus occasionne donc systématiquement une couleur relativement foncée. Après ça va changer, la couleur va changer. Alors la texture du sol. Bah oui. Donc en fait, pour apprécier la texture, on prend comme ça. Alors là les conditions sont pas idéales, bien sûr, il fait froid, les mains sont gelées. Alors on a dû vous dire que selon la texture, on se basait sur l'appréciation tactile. Si le matériau est très collant, c'est très argileux. Si c'est plutôt doux, il y aura beaucoup de limon. Si par contre c'est rugueux, il y aura du sable. Alors est-ce que c'est... On a vu de nez, non ça marche pas. Donc c'est pas très argileux, c'est plutôt limoneux. Donc ce qu'on va faire... On va laisser... Non, alors les sondages se font classiquement jusqu'à 1,20 m. On continue. Vous voyez la couleur change. Ah ouais, c'est qu'on change. Là c'était brun foncé et là on arrive à des couleurs plus claires, d'accord. Et on verra qu'on va voir apparaître des taches d'oxydation et des réductions qui correspondent en fait à un engorgement du sol. Donc ici on a affaire à des sols qui sont souvent engorgés en hiver par l'eau. Et de ce fait là, donc on a dû vous le dire, on peut observer de l'hydromorphie, des taches d'oxydoréduction, donc de fer ferrique, de fer ferreux, qui correspondent à... C'est une conséquence en fait de ces alternances de phase aérobie et anaérobie. Donc en fait il faut savoir que ce sont les bactéries du sol qui vont aller chercher leur oxygène comme il n'y a plus d'oxygène dans le sol, ils vont aller chercher l'oxygène, leur énergie dans l'oxygène du fer ferrique qui va être réduit en fer ferreux. C'est ça le principe. Alors ça colle un peu. Donc là alors texture on dira qu'il y a encore de la douceur. Il y a encore de la douceur, on dira que c'est un limon argileux. Bon. Là ça devient plus argileux ici. Donc là on a une texture, ceux qui veulent, plus argileuse. Là on arrive dans une argile limoneuse, ceux qui veulent tester cette texture. Là on sent bien le collant domine. D'accord. Et voilà, alors maintenant ici ça va se concrétiser. Voilà. Vous voyez la tarière est bien moulée, donc en fait c'est encore plus argileux. Voilà. Donc pour la photo, je vais tourner un peu pour... Donc, ça va mieux pour dégager la tarière. Donc on voit bien, alors là ce qui est bien, là on voit vraiment des taches bleues, vous voyez, des taches gris-bleu, qui correspondent à du fer ferreux. Donc c'est de plus en plus réduit. Donc plus on s'enfonce, ça signifie que plus les horizons sont engorgés sur des durées longues. Mais ça reste de l'engorgement temporaire, c'est pas du permanent, c'est l'engorgement temporaire, en période hivernale essentiellement. Alors pourquoi il y a de l'eau sur le plateau? En fait, il y a une nappe, une nappe perchée qui se trouve là-haut. Et en fait, elle est... Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup les semaines précédentes. Et en fait, l'eau est bloquée par... Qu'est-ce qu'on a touché à 80 cm à 1 mètre? L'argile. Une argile. Et cette argile, elle est quasiment imperméable. En fait, et donc, ce qui explique qu'il y a donc une mise en place d'une nappe perchée au-dessus de cette argile
ne s'est pas encore évacuée au niveau du plateau. Parce que c'est plat, donc elle ne peut pas s'évacuer verticalement et latéralement non plus parce que c'est plat. Et on va voir ici qu'en position de versant, la situation est totalement différente. Alors qu'est-ce qui risque de différer ici? L'eau. Bah déjà l'eau, on ne va pas voir l'eau. Ah, je vous donne déjà la réponse, c'est bon. De façon de procéder qui n'est pas forcément là. Je vous donne les réponses avant. Enfin, je vous fais trouver les réponses. Hein. On n'aurait pas d'eau parce qu'en fait, déjà il y a possibilité d'évacuation latérale et en plus, on ne rencontrera pas l'argile. Ouais. J'espère qu'on ne la rencontrera pas. Non, donc allons-y, donc on va regarder ce qu'il y a. Un peu plus précisément. Bon, ici ça fait 20, c'est 25 cm, donc 30 cm ici. Et la couleur devient plus claire, voyez ici. Dans la partie supérieure tout à l'heure, dans une texture limoneuse, c'est un limon. Hein. Tout à l'heure on a vu qu'on passait d'un limon à un limon argileux, argile limoneuse, argileux. Bon, ici pour l'instant on est toujours dans du limon. Je préfère qu'il grêle qu'il pleuve parce que la grêle ça mouille pas. Donc s'il y a un éclair, vous lâchez la tarière. Ça fait autant. En plus il est grand, il va attirer la foudre. Tu la tiens. Bon, la texture est toujours, bon c'est un limon argileux. Hein. En effet. L'engorgement est moins long ici que plus haut, que les tâches sont moins nombreuses. Bah, c'est bizarre parce qu'on est en pente, donc ça devrait... Justement, l'eau s'évacue latéralement. C'est que là-bas, sur le plateau, elle ne peut pas s'évacuer latéralement parce que c'est plat, et en plus, verticalement, elle est bloquée par l'argile, qui n'est pas argileuse, c'est du limon. Là, vous pouvez tâcher, c'est presque pas ici. Et c'est doux, hein, c'est pas vraiment collant ça. Quasiment rien, donc ça veut dire que ça s'évacue très rapidement, il n'y a pas d'engagement sur des durées très longues. D'accord? Donc à l'extrême, un sol qui n'est jamais engagé ou quasiment jamais aura une teinte brun jaune. Parce que ça veut dire que tout le fer libre du sol a l'état d'oxyde ferrique et elle est partie de façon homogène dans le sol, ce qui occasionne cette teinte brun, vous voyez, brun jaune. Mais dès le moment où l'engagement arrive, le fer va s'aller dans le fer ferreux, il va précipiter sur un oxyde ferrique, donc effectivement il va y avoir des zones de concentration de fer, ce qui explique l'apparition de taches. Donc là c'est toujours limoneux. On va pas avoir l'impression que ça colle parce que c'est très humide. Alors l'excès d'eau occasionne on a tendance à surestimer la teneur en argile parce que effectivement l'eau joue le rôle de collant. Après, c'est du limon. Vous voyez? Donc il y a facilement 70%, 75% de particules limoneuses. Donc comprises entre 2 microns et 50 microns. Bon, il y a peut-être un peu de ça très fin, de 50 100 microns. Et il y a guère plus de 10-15% d'argile. C'est un très beau limon. Avec très peu de taches. De l'ordre de 3,5%. Donc c'est pas si élevé que ça, mais ça suffit à colorer le sol et à occasionner une couleur plus foncée. Donc classiquement, hein, si vous avez, on vous demande des infos sur les teneurs en humus des sols, sachez que des terres cultivées, ça dépasse rarement 4-5% d'humus. Mais malheureusement, par contre, ça peut descendre très bas. Ça peut descendre très bas et dans ce cas-là, ça peut avoir des répercussions négatives sur les propriétés des sols. Donc il faut toujours essayer de maintenir, on vous en parlera plus tard, dans les sols un stock d'humus minimal, hein, notamment par rapport à l'activité biologique des sols, etc. Donc toujours essayer, l'agriculteur apporte régulièrement des amendements organiques type fumier ou autre pour maintenir le stock d'humus à un niveau correct, hein, pour pas que ça baisse de trop. Alors le problème c'est surtout dans les zones de monoculture où il n'y a plus d'élevage notamment, où là effectivement les seuls apports de matière végétale qui vont pouvoir donner de l'humus, c'est par exemple, vous voyez, c'est des chaumes de céréales, quoi. Mais c'est
un peu insuffisant. Donc l'idéal c'est d'apporter des amendements organiques. Mais ils ne le font pas, toujours pas, et dans certaines régions, il y a le stock d'humus qui baisse et dans ce cas-là, ça a des répercussions souvent négatives sur la structure des sols notamment et sur aussi l'activité biologique. Voilà, enfin bon, on en parle. 1% d'humus, et là on n'a pas 0, on a peut-être 0,1, 0,2% d'humus. D'accord ? Alors là, il y a un petit changement, on ressent un peu de sable. Spécialiste. Ouais, il y a un peu de sable. On sent, ça crisse un petit peu. C'est pas du sable, hein, mais... Ça, c'est typiquement un limon sablo-argileux, LSA. Hein. On sent la douceur du limon, la rugosité du sable. Pas de tache Comme ça, de rebord. d'accord ? Pas de tache. Hein. La couleur est brune, homogène. Comparativement au solage précédent, il y a même encore moins, il n'y a pas de tache du tout. Et la texture est donc plus ça colle pas, donc c'est sableux limoneux, vous voyez ? Vous sentez là ? Hein, on sent bien le sable, c'est du sable fin, presque pas d'argile. Donc on arrive dans une texture sablo-limoneuse. Elle, en plein milieu, on a une teneur en argile de l'ordre de 15-20%, d'accord ? Et en limon, 70-75%. Alors pourquoi dans la classe limon, vous me direz, il n'y a pas 0% de sable. S'il y a 15% d'argile et 75 de limon, c'est 75 et 15, c'est 90. Il reste 10% de sable. Pourtant c'est écrit L. Parce que tactilement, on ne ressent pas le sable. Donc ça c'est bien un triangle basé sur l'appréciation tactile. Tactilement, on ressentira les sables si la teneur dans un limon dépasse 20%, vous voyez. Et là on passera à un limon sablo-argileux, ou si c'est un limon argileux sableux. D'accord ? On dit que l'argile on l'avait là-haut et on l'avait pas ici en dessous. Hein, donc, mais bon, regardez. On voit... C'est les petits gars ? Ah ouais, on les voit en plus. Alors, qui veut du sable ? Voilà, donc vous avez un matériau, c'est quasiment S. Alors c'est pas un sable pur, hein, c'est pas un sable de plage. On est à 80% de particules sableuses avec un peu de limon, un petit peu d'argile. Un sable grand S dans le triangle, hein, si vous avez le triangle de texture, on peut appeler ça S. Bon, quand même bien. La personne qui tourne a plus de mal ici, n'est-ce pas ? C'est dur à tourner ? Ouais. Alors que c'est du sable. Et paradoxalement, c'est vrai que les sols sableux, surtout s'ils sont assez saturés d'eau, sont difficiles à... Voilà, donc c'est encore plus pur. On se rapproche on est à 90%, on se rapproche du SS, du sable pur. Alors il colle un peu, pourquoi ? Parce que c'est humide en fait, c'est l'eau qui maintient agrégé les particules. S'il était sec, ça serait plus vermineux. Tu as combien là ? Je peux pas vous répondre, mais bon, il y en a certainement peut-être jusque 2-3 mètres. Alors après en dessous ça va changer. Après en dessous on va trouver un bel exemple de ce qu'on peut appeler une topo-séquence de sol. Donc une distribution de sol, hein, qui varie selon la morphologie, avec 3 sols différents selon la situation dans la morphologie. Donc retenez ça, hein, si vous retenez que ça sera déjà quelque chose, que les sols, hein, dans la nature, assez fréquemment, présentent des compositions différentes en fonction de la morphologie. Le sol est saturé d'eau, donc on va faire une mesure en milieu saturé, c'est-à-dire que quand on aura fait le trou, on va donc mettre ça en place. Mesure en plus arrière. Pour protéger, pour éviter les tombées de terre, il est perforé ici. Hop. Et ensuite, après je vais aller chercher une petite pompe manuelle, on va abaisser la nappe d'une certaine hauteur, d'accord, 30-40 cm. Et que va-t-on faire après à votre avis ? Sachant que le but c'est de voir à quelle va être la vitesse d'alimentation du puits par l'eau. En fait on va mesurer à quelle vitesse l'eau va remonter dans le puits, tout simplement. Et après, par une formule qui a été établie par une personne qui s'appelle Darcy, on a établi une loi d'écoulement et ce qui permet donc, avec une formule simple, de déterminer la perméabilité du sol à partir notamment de la mesure du débit d'alimentation du sol.